Dans un mois, les deux aiglons prendront leur envol pour la première fois. Ils partiront vers l'Espagne. S'ils survivent aux dangers qui les attendent, ils reviendront peut-être un jour nicher ici, dans ces falaises. Entre la vallée du Rhône et le Massif central, l'une des régions les plus sauvages de France, les gorges de l'Ardèche. Des falaises de 200 mètres de haut, aux reflets dorés, surplombant des rapides. Un territoire à la richesse unique. Classé réserve naturelle depuis 30 ans, ce Grand Canyon français accueille chaque année plus de 200 000 personnes. En été, ils sont plusieurs milliers à découvrir chaque jour le fond du canyon. Des visiteurs qui doivent impérativement respecter cet écosystème fragile. Ça va ? Charlie Bacle est garde de l'environnement. Vous savez que vous êtes ici sur Il assure une présence quotidienne sur le terrain pour rappeler aux amoureux des gorges les règles de bonne conduite. Pas d'atteinte à la faune, à la flore, quoi que ce soit. D'accord ? Voilà. Bon, vous pouvez commencer à tirer vos bateaux en attendant vos collègues de manière à qu'ils soient une quinzaine de mètres en retrait du bord de l'eau, s'il vous plaît. C'est le dernier petit effort qu'on vous demande. Après, tranquille. Et vous, monsieur, le gilet, il faut penser à le porter. Ben, voilà, au moins d'aller rapide, portez-le, parce que c'est un impératif de sécurité, ça. Ici, les directives sont strictes, comme dans toutes les réserves naturelles. Vous n'avez pas le droit de couper des végétaux, vous n'avez pas le droit d'arracher des plantes, vous n'avez pas le droit de tuer un animal quel qu'il soit, vous n'avez pas le droit de toucher un insecte, le plus modeste qu'il soit, fourmi ou quoi que ce soit, vous n'avez pas le droit de le toucher. Vous ne pouvez toucher à rien, simplement regarder. Tout est en place, tout y est. Il faut le laisser tel quel. Tout est sacré ici. Hein. Tout est sacré. Tout est sacré, absolument. Tout est sacré, oui. Oui, puis ça le mérite. Comme Charlie, ils sont 8 gardes à sillonner en permanence les 30 km des gorges. Enfant du pays, Charlie travaille pour la réserve naturelle depuis sa création. À 56 ans, personne ne connaît aussi bien que lui ce territoire. C'est un endroit que j'aime. Donc quand on aime quelque chose, c'est toujours exceptionnel. C'est viscéral. J'aurais pu faire tout à fait autre chose. J'ai choisi de vivre ici parce qu'ici, je sens mes racines, je suis bien là-dedans. Donc j'aime cet endroit. On a toujours quelque chose à découvrir, ne serait-ce ici. La lumière va varier en fonction des saisons. Il faut savoir s'arrêter, garder l'esprit curieux, s'arrêter pour regarder un oiseau, pour regarder une fleur, pour voir une falaise changer de couleur avec l'humidité, avec le soleil. Il faut arriver à s'émerveiller de simples petites choses. Les gorges de l'Ardèche abritent de nombreuses espèces protégées, comme l'aigle de Bonelli. Ce rapace est aujourd'hui menacé d'extinction en France. Il ne reste que 30 couples installés sur le pourtour méditerranéen. 2 couples de Bonelli nichent actuellement dans ces falaises. Un immense succès pour les gardes de la réserve et pour Charlie qui veille sur eux depuis 30 ans. Dans ce nid, 2 petits rapaces âgés d'à peine 1 mois. Cette année, il y a 2 aiglons sur ce couple. C'est une victoire, d'autant que sur ce couple, on est resté plus d'une dizaine d'années sans reproduction. Quand on sait que sur 10 jeunes à l'envol, 3 seulement vont arriver à l'âge adulte, on aimerait bien qu'ils fassent partie de ces 3-là. Mais c'est pas gagné. Aujourd'hui, le Mistral souffle sur la réserve. Charlie a rendez-vous avec un groupe d'ornithologues de l'autre côté de la falaise, au-dessus du nid,
pour une opération exceptionnelle. Une association qui tente par tous les moyens de sauver ces aigles. Après s'être assuré que les parents ont bien quitté le nid, Philippe Lèbre se prépare à descendre en rappel le long de la paroi. Il va remonter les aiglons à Michel, qui travaille pour le Centre ornithologique Rhône-Alpes. Une opération qui n'est pas sans risque, surtout par grand vent. En règle générale, les mâles ils sont plus sur la défense du territoire, donc eux ils le vivent comme une agression, donc tout petits qu'ils sont, ils n'hésitent pas à montrer qu'ils sont chez eux et qu'on n'est pas les bienvenus. Les femelles généralement elles font comme si rien n'était, comme si on n'était pas là, genre je suis pas là, il m'a pas vu, voilà. Donc, puis forcément plus on s'approche et plus ils peuvent devenir agressifs, donc il y a une procédure quand même pour les attraper sans se blesser et sans les blesser eux aussi, quoi. La descente est imminente, le nid se trouve à 70 mètres en contrebas. Tu as repéré là les genévriers? Celui de gauche? Je vois le genévrier, il y en a un dans l'axe. Il y en a un qui a des touffes bien rondes, qui est un peu plus bas, qui est un peu en aval, et un autre qui est à gauche, qui est un peu plus lâche. Donc c'est celui-là qu'il faut viser. Donc c'est celui-là qu'il faut viser, on se décale un petit peu par là. Ah ouais, elle est passée dessous là. La difficulté c'est pour le grimpeur hein, qui descend donc en rappel. Tout ça avec du matériel important puisqu'il faut remonter après les oiseaux et tout ça. Donc il y a plusieurs sacs. Il faut être bien en aplomb. En plus il y a du vent donc il faut rester bien collé à la paroi. Bon, à partir de maintenant tu peux retendre là, ça va être bon là. 200 mètres de vide au-dessous de lui, des rafales de vent à plus de 50 km/h. Philippe progresse difficilement. Ça va être bon là. À l'arrivée sur le nid, les deux aiglons sont tapis tout au fond, contre la paroi, visiblement apeurés. Philippe place les deux petits rapaces dans des sacs, séparément. T'as vu les adultes ce matin? J'ai vu le mâle là vers 10h moins le quart et il était perché sur l'amont là et je l'ai pas revu après sur son perchoir donc je sais pas par où il part. Mais j'ai pas vu la femelle. Très souvent, on a observé que les oiseaux, donc les adultes, revenaient des fois 10 minutes, un quart d'heure après qu'on soit parti. Quand on aura vraiment laissé le secteur, ils reviennent et très vite il y a le nourrissage, la femelle nourrit les jeunes et tout ça sans souci, quoi. Donc c'est un petit stress sur le moment, mais ça n'a pas d'influence après sur le comportement des adultes par rapport à leurs jeunes et tout ça. En sachant que ces rapaces n'ont pas d'odorat. La plupart des oiseaux n'ont pas d'odorat, donc c'est souvent une erreur qui est faite quand on pense que si on touche certains oiseaux, les jeunes et tout ça, après les adultes vont abandonner. Vous pouvez descendre la corde, Nico et Michel. Ok, le sac. La remontée des aiglons peut commencer. Doucement là, il touche un petit peu la falaise là donc continuez à monter mais doucement je crois. On peut faire des... Ça y est pour Philippe, le sac est arrivé en haut. Tout est bon. C'est l'emblème de la réserve naturelle nationale. Ce qu'on entend aussi, c'est faire passer l'information, dire aux jeunes qu'il y a une espèce qui est quand même très prestigieuse, une espèce qu'il faut vraiment protéger. Il faut le dire. Une cathédrale, on vous la montre, on vous montre une œuvre d'art, on vous montre des tableaux, on vous montre quantité de choses. Bon, ces espèces-là aussi, il faut les montrer. Ce sont les éléments de notre patrimoine. On va le peser pour commencer. Un 4.
Michel et Nicolas veulent s'assurer que le premier aiglon grandit normalement. Il faut lui tenir les serres parce qu'en fait il est capable, ils ont déjà l'instinct de se serrer et donc ça rentre très vite dans la peau. 24, 29. Avec le poids, on peut dire qu'a priori c'est plutôt un mâle. Mais bon. Philippe, lui, est toujours sur le nid, accroché au flanc de la paroi. Il a trouvé les restes d'une proie, chassée par les parents. Ils sont sortis à la table des grands jours. Si j'ai bien compris ton message, c'est que donc tu as trouvé des gros morceaux de viande rouge dans l'air, c'est ça? Pendant 2 heures, Philippe va fouiller méticuleusement le nid à la recherche du moindre indice pour étudier avec précision leurs habitudes alimentaires. Et voilà. Pendant ce temps, le premier aiglon est remis dans son sac en attendant de retrouver son nid. Pour le deuxième, c'est l'heure du bagage. Grâce à ses anneaux, il sera suivi durant ses différentes migrations. Des mâles, tu vois, des petits mâles. Depuis 1990 qu'on fait cette opération, ça nous a permis de déterminer les causes de mortalité de l'espèce et qui sont les causes de régression de l'espèce en fait en France. Et ce sont principalement l'électrocution, parce que beaucoup d'oiseaux s'électrocutent sur les lignes électriques, et notamment sur les poteaux, c'est quand ils se posent sur des poteaux électriques et qu'ils s'électrocutent, et aussi par percussion des câbles électriques aussi. Et ça, c'est parce qu'on a retrouvé les bagues, c'est grâce à ça qu'on a pu déterminer cette cause de mortalité. Dans 1 mois, les 2 aiglons prendront leur envol pour la première fois. Ils partiront vers l'Espagne. S'ils survivent aux dangers qui les attendent, ils reviendront peut-être un jour nicher ici, dans ces falaises. Aujourd'hui, sanctuaire naturel, les gorges ont pourtant été habitées par l'homme pendant des millénaires. Michel Rimbaud est l'historien de la réserve. Depuis 20 ans, il inventorie toutes les traces de l'occupation humaine le long de la rivière. Aujourd'hui, Charlie veut lui montrer une découverte importante qu'il a faite récemment. Premier arrêt dans un site qu'ils connaissent bien tous les deux. La maladrerie des Templiers, l'endroit le plus mystérieux des gorges de l'Ardèche. Ces vestiges datent du Moyen Âge, mais ne sont recensés nulle part. Pourtant, tout porte à croire que le lieu a été occupé par les Templiers. Là, bon, il y a toujours des gens qui installent des bancs pour venir pique-niquer. On voit à nouveau pas de traces de feu. Voilà. Lors de son dernier passage, Charlie a découvert des ossements humains cachés dans un des murs. Voilà, c'est bien, D'accord. c'est de l'ossement humain, il y a visiblement un fémur. Ouais. Oui. Un tibia, et puis on n'a pas pu se regarder, on regarde juste là, on ne les sort pas parce que il faut attendre qu'il y ait des spécialistes qui soient là, qui les découvrent, qui les exhument, qui puissent pas les polluer. S'il y a des prélèvements à faire dessus, il faut que ça reste tel quel, que ce ne soit pas touché, pas pollué par qui que ce soit. Ça pourrait être des ossements de Templiers de cette époque-là? On peut tout imaginer. Oui, pourquoi pas. On a eu des datations sur certains ossements qui remontent au XIIe siècle, donc qui sont peut-être des ossements de Templiers ou de servants de Templiers ou de paysans au service de ces Templiers. C'est difficile de préciser pour le moment. Les Templiers, un ordre mystérieux de moines soldats, créé au XIIe siècle pour soigner et protéger les croisés sur la route de Jérusalem. Leur épopée va durer 2 siècles et bouleverser l'histoire de l'Orient et de l'Occident. Un peu partout à travers l'Europe, ces chevaliers vont édifier des milliers de monastères, appelés commanderies. Leur puissance et leur fortune vont finir par effrayer le pouvoir royal et le pape.
L'ordre sera dissous en 1307 sous le règne de Philippe le Bel. Les ruines sont difficiles d'accès. L'emplacement est inhabituel et intrigue les historiens. Les Templiers se sont peut-être cachés ici après la dissolution de leur ordre. Autre hypothèse, cette commanderie aurait pu servir de refuge aux frères malades de la peste. Seule certitude pour l'historien, cette construction typique des chevaliers de cet ordre. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir ces niches qui occupent le mur à différents endroits, et ce qui laisse supposer que nous étions à l'étage dans le dortoir de cette maladrerie, de cette commanderie. Pourquoi? Donc, ça laisse supposer ça? des niches pour mettre les effets personnels, pour mettre quelques ouvrages. On peut supposer un dortoir d'une douzaine de personnes qui se tenaient là. Et puis au rez-de-chaussée, eh bien, certainement la grange ou la bergerie de la commanderie, ou un lieu de stockage, ou pourquoi pas aussi le réfectoire. Mais bon, je verrais plutôt une bergerie avec au-dessus le dortoir un moyen de chauffer les pauvres frères qui se trouvaient au-dessus. C'était fréquent à l'époque. C'était très fréquent à l'époque, tout à fait. Prochainement, Michel Rimbaud l'espère, une campagne de fouilles devrait avoir lieu pour en apprendre un peu plus sur ce lieu énigmatique. Sur les 30 km de la réserve, des centaines de cavités ont été répertoriées par les gardes. Les gorges de l'Ardèche renferment des trésors du patrimoine préhistorique. Dernière découverte majeure, les centaines de peintures et de gravures de la grotte Chauvet, révélées en 1994. Peint par des hommes il y a au moins 31 000 ans, c'est le site orné le plus ancien connu à ce jour. Le bestiaire est exceptionnel. 14 espèces différentes sont peintes sur ses parois. Fait encore plus rare, des animaux qu'ils n'avaient pas l'habitude de chasser, comme ces fauves, ont été représentés. Une quinzaine de grottes ont été fermées au public pour protéger ces chefs-d'œuvre de la peinture paléolithique. Voilà. Une fois par an, Charlie inspecte chacun de ces sanctuaires. Pas le petit scorpion aujourd'hui. D'habitude, il y a toujours le scorpion. Aujourd'hui, il se fait ouvrir la grotte de la Vache par Bernard Gély, attaché au service régional d'archéologie. Il faut descendre. Là. Tout au fond, à même la paroi, une peinture d'auroch, parfaitement conservée. Il faut descendre dans la fouille. Là, voilà. Tu la reconnais? Ah oui, c'est toujours aussi émouvant. Ah, elle est belle. Hein, c'est magnifique. Ah, et on a de la chance, hein, elle est lisible. Elle est bien lisible. Oui. C'est des dessins pour lesquels on a un âge de 21 000 ans, un peu plus de 21 000 ans. Et les hommes qui vivaient dans les gorges d'Ardèche, c'était des chasseurs, chasseurs de chevaux, de rennes, de bisons, de bouquetins en particulier aussi. Et ils avaient l'usage, bien sûr, occasionnellement, de venir dans les grottes y faire des dessins. Et là, on voit bien que ça a été fait avec les doigts, c'est les doigts trempés dans la peinture rouge, en appuyant le doigt, l'extrémité du doigt plein de peinture rouge, on arrive à faire ça. Et donc ce dessin d'auroch, c'est évident, avec la tête très colorée, les cornes un peu tordues, qui donnent le mouvement, la perspective. Puis un animal un peu efflanqué, assez grêle, assez gracile. Pour nous, on imagine volontiers que c'est une femelle qui est dessinée, voilà. Mais bon, on n'en a pas la certitude. C'est toujours très très émouvant. Donc c'est bien qu'il y ait une prise de conscience de la nécessité impérative de protéger ces sites qui sont magnifiques et de pouvoir les transmettre dans le meilleur état possible aux générations futures. Si ce chef-d'œuvre est aujourd'hui sauvé, ce n'est pas le cas pour tous les trésors des gorges. Beaucoup plus haut, après 2 heures de marche à flanc de paroi, Charlie ouvre la voie à Michel, son ami historien. Direction une autre grotte, connue pour avoir servi de tanière à des ours des cavernes, il y a plus de 15 000 ans. Tout au fond de la galerie souterraine,
Charlie s'est aperçu lors de son dernier passage que les ossements des ours avaient été saccagés. Le site a été visité et pillé. Et là, c'est effectivement de l'ours, une rotule. Oui. Et puis, probablement un tarse. Un tarse, oui. Tout à fait. Là, Ça peut avoir 30, 20, 15 000 ans. Hein. Bon, c'est vrai, ça n'a pas été, c'est juste le prélèvement de surface, et ce qui était en surface qui a été remis. Donc là, après, on peut supposer que ça a été gratté, que ça a été... Un peu gratté, mais pas en profondeur. Les pierres sont venues ici, hein, ça semble évident. Ce qui est évident ici, c'est que ça a été complètement bouleversé. C'est-à-dire? Eh bien, on voit que quelqu'un a creusé, soulevé les dalles pour essayer de trouver justement des fragments osseux. C'est souvent réduit à l'état d'esquille, quoi. Voilà ce qui reste, quoi. Ça met en colère un peu. Ça fout en colère, absolument. Ça, moi, ça me révolte parce que, bon, on perd des tas d'informations sur l'occupation de ces gorges, quoi. Charlie, ça c'est un problème dans les gorges, le pillage Un problème, on s'en rend compte petit à petit. Oui, on s'en est rendu compte sur certaines cavités qui sont pour nous de véritables champs de bataille. Et donc, après, on ne peut protéger que ce qu'on connaît, d'où la nécessité impérative, l'impératif absolu, d'être avec Michel Rimbaud et de faire ces inventaires de cavités, de regarder ce qu'il y a dedans, de manière à ce que nous, après, au niveau de la garderie, on assume des tournées régulières de surveillance pour, peut-être le cas échéant, tomber sur ceux qui sont en train de piller, de fouiller, etc. Donc là, après, les poursuites sont assez sévères. Les gorges de l'Ardèche, ce sont aussi des milliers d'espèces végétales qu'il faut étudier et protéger. Olivier Pérenel est guide dans le parc depuis 8 ans. Ardéchois, il a toujours voulu travailler dans les gorges. Les réserves naturelles de Gorges-l'Ardèche, c'est 1500 hectares de bonheur naturel, où il y a vraiment des choses exceptionnelles, un patrimoine exceptionnel. Donc au niveau de la végétation, au niveau des falaises particulièrement, la forêt, la rivière, donc tout ça, c'est une mosaïque de milieux avec des interférences entre tous ces milieux, des espèces formidables, et puis les paysages aussi qui se passent de commentaires. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une culture ardéchoise assez affirmée et quand même qui aime son territoire. Ouais. Ce matin, c'est sur les falaises qu'Olivier tente de débusquer une plante très rare. Plusieurs heures de marche sont nécessaires pour atteindre cette fleur qui ne pousse qu'à flanc de falaise. Il est accompagné par Mathieu, un jeune guide saisonnier. Là, on est au milieu d'une très très belle falaise des Gorges de l'Ardèche. Il y a 15 jours, on était en face. On a pris une photo qui nous a un petit peu aiguillé. Voilà. Donc ça, c'est une photo qui est prise d'en face. Hein. Donc nous, actuellement, on est juste ici, là. Et sur cette photo, on voit une sorte de vire entièrement jaune. On a regardé aux jumelles et on s'est aperçu que c'était la biscutelle à feuilles de chicorée. C'est une plante inféodée aux falaises, c'est-à-dire qui ne pousse vraiment que dans les falaises méditerranéennes et qui est protégée au niveau régional. Donc il y a un réel intérêt, c'est ce qu'on appelle une plante dite patrimoniale. Et nous, on a un suivi précis sur toutes ces plantes rares et protégées. Donc on essaye de cartographier, ou en tout cas d'avoir une idée des densités de population de ces espèces dans les falaises. A tout de suite. A tout de suite. La plante se trouve sur une vire, un petit espace plat situé à 50 mètres en contrebas. C'est libre. Le but de l'expédition, le voici, la biscutelle à fleurs de chicorée. Là, on a du mal à s'imaginer qu'elle soit rare. C'est ça, la notion de rareté, c'est quelque chose de difficile à appréhender, puisqu'ici, il y en a des milliers. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a qu'ici où il y en a des milliers. Si on fait 200 mètres par là, il n'y en a plus. Si on fait 200 mètres par là, il n'y en a plus. Ce qui fait qu'on a cette poche-là, et c'est cette poche-là qu'il faut préserver, quoi, si on veut que cette plante continue à pousser comme elle le sent. Elle est grande, cette vie, hein.
Et elle est vraiment couverte de biscutelles, c'est incroyable. Plus de 30 mètres. On est où là? Là on est à 18. Vas-y. En repérant, comme aujourd'hui, les endroits où la biscutelle se développe, Olivier et Mathieu espèrent en apprendre davantage sur cette espèce difficile à observer. C'est vraiment impressionnant de voir une surface aussi importante de biscutelles, on va dire à 60% de recouvrement, quoi. Donc ça c'est génial, c'est vraiment un super spot. Allez, je rejoins Mathieu. En fin d'après-midi, Olivier nous convie à un moment rare. Il rejoint Charlotte Meunier, une autre guide de la réserve, à l'entrée d'une grotte où nichent des chauves-souris. C'est bien ça? Ouais. Charlotte s'occupe du suivi de ces animaux nocturnes. L'espèce est en danger, en régression depuis les années 70. On va attendre qu'elle revienne. Ouais. Écoute, on va attendre. Ouais, je pense que... À l'aide de ce boîtier, Charlotte essaye de comprendre comment les chauves-souris communiquent. Donc là, on entend le chant du petit rhinolophe. Donc l'appareil permet d'entendre les ultrasons qu'émettent les chauves-souris. Donc ça permet de rendre audible pour nous tous les petits ultrasons qu'elle va émettre pour se repérer dans la grotte. Et puis ça peut permettre d'entendre les cris sociaux que font certaines chauves-souris entre elles. Le rhinolophe est l'une des 30 espèces encore présentes en Europe. À l'entrée de la grotte, Charlotte, Olivier et l'équipe des naturalistes tentent un filet pour capturer des chauves-souris. Une opération très délicate. C'est le seul moyen pour eux de les étudier et de faire taire ainsi certaines légendes. Les chauves-souris ne s'accrochent pas aux cheveux, elles ne sucent pas le sang. C'est une espèce assez crainte parce qu'on la connaît mal, qu'elle vit la nuit, qu'a priori elle paraît un peu mystérieuse, on la connaît très mal. Et on le verra, j'espère, tout à l'heure si on en attrape. C'est quand même des animaux très petits, tout mignons. Bon, après, c'est peut-être relatif, mais... Il est 22 h, première prise dans le filet. Ça ne devrait aller pas trop mal comme ça, non? Ça devrait. Elles sont beaucoup plus petites que ce qu'on croit en général, hein, c'est ça en fait? N'est-ce pas? Ouais, elles sont beaucoup plus petites parce qu'on les voit en vol. Donc quand elles sont en vol, elles ont quand même une envergure assez grande. Mais quand on les voit en main, c'est vrai que ça paraît tout rikiki, ça tient dans une paume de main. L'aile de la chauve-souris, finalement, ça correspond à notre main. Donc on voit, c'est des doigts qui se sont vraiment allongés. Là, ici, on a l'avant-bras, le pouce qui est ici. Et après, on a les 4 doigts de notre main qui se sont allongés. Et donc, la peau, finalement, a relié les différents doigts. Et c'est le seul mammifère donc, qui vole avec autant d'agilité, en fait. Gérard Issartel travaille pour le Centre ornithologique régional. Chaque printemps, il descend dans les gorges pour recenser ces petits mammifères. Et ça, Gérard, ça fait partie des petites espèces Ça, c'est l'une des plus petites espèces. Oui. Donc, a priori, c'est une pipistrelle commune. C'est une espèce qui s'identifie principalement en regardant la dentition, les incisives. Il y a combien d'espèces présentes dans les gorges? 23 espèces sur la réserve. 23 espèces sur les 34, donc c'est considérable. Et cette zone-là, des gorges de l'Ardèche, la réserve naturelle, c'est une des plus riches en biodiversité sur la région Rhône-Alpes. Tu fais souvent des soirées comme ça, Olivier? Dès qu'on a l'occasion de filer un petit coup de main à Gérard et à Charlotte, bien sûr. En tout cas, c'est un plaisir de passer une petite soirée au bord de l'eau, avec le petit bruit de l'eau qui coule, le vent. Et alors quand on a une soirée avec déjà 5 espèces comme ça, là, c'est formidable. Hein, je crois que... Tu la libères? Oui, ça sera bien pour elle.
Après les gorges, direction le Vivarais. Ici, d'autres passionnés se battent pour faire revivre un joyau de l'architecture ardéchoise. Au bord du Rhône, la petite ville de Bourg-Saint-Andéol abrite un des monuments majeurs de la région, le Palais des Évêques. Résidence des puissants prélats qui régnèrent ici entre le Moyen-Âge et le XVIe siècle, cet édifice abrite des trésors de l'art gothique et de la Renaissance. Aujourd'hui, Nicole Lextrait et son mari en sont les propriétaires. Pour le restaurer, ils font appel à des jeunes volontaires. Ce matin, pour leur premier jour, Nicole sonne leur appel. Voilà, le déjeuner est servi. Bonjour. Bonjour. Alors, bien dormi? Oui, ça a été. Hein. Oui. Parfait. Parfait. Et les autres sont réveillés, sinon? Ouais, c'est bon, ouais, ça commence. Ouais. On peut y aller les voir? Ouais, je pense. Allez-y. Ces jeunes viennent du lycée des métiers d'art d'Uzès. Ils ont entre 18 et 20 ans et débutent leur formation de tailleur de pierre. Vous avez vu qu'il y avait un marché aujourd'hui? Pendant 3 semaines, ils vont aider à restaurer une partie de ce monument historique. Il est impressionnant de là, le chantier. Vous êtes équipé pour la journée, David? Ouais, Ouais. ça y est. Ouais, le maître, essentiel, toujours constante utilisation. Le crayon aussi. Puis quelques petits outils fort utiles aussi, un petit mètre comme ça. Puis qu'à faire un petit déj et c'est bon. Ouais. David et ses copains vont devoir travailler sur cet édifice à l'histoire peu banale. Après avoir été la résidence des évêques, le palais est devenu au XIXe siècle une école religieuse jusqu'en 1998. Personne ne soupçonne alors l'incroyable architecture de l'endroit. Et pour cause, les sœurs ont tout cimenté. Depuis que Nicole et son mari ont racheté cette bâtisse hors du commun, ils tentent de lui redonner son aspect originel. Pour ce premier jour de stage, la propriétaire a servi le petit déjeuner dans la cour d'honneur. Tout le monde est réuni. Avant de commencer la journée, Nicole en profite pour rappeler aux jeunes l'esprit du projet. Sandwich. Le maître mot ici, c'est le partage. Et c'est le partage des tâches, c'est le partage du plaisir. Et j'espère que vous aurez tiré beaucoup de plaisir à travailler. Et c'est ce qui est important, en fait. L'idée, c'est de faire du Palais des Évêques un centre de formation pour les jeunes? Moi, je dirais plutôt un centre de motivation. Voilà. Centre de motivation, leur faire toucher du doigt qu'en fait, ils peuvent faire quelque chose de leur main. Voilà. Et dans leur métier. Leur faire aimer ce qu'ils sont en train de préparer pour leur avenir. Là, ils montent une fenêtre, ils taillent le premier caillou, et puis quand ils s'en vont, la fenêtre, normalement, est montée. Les élèves ont enfilé leur tenue de travail. C'est Jacques, le mari de Nicole, qui présente le lieu. Donc voilà cette magnifique façade que vous voyez, donc qui rassemble deux époques, en gros, 16e et 15e. D'accord. Donc en haut, un chemin de ronde, parce que l'évêque de ce temps-là, en tant que seigneur de Bourg-Saint-Andéol, avait droit à un garde en permanence. Donc il avait un chemin de ronde pour pouvoir surveiller les allées-venues sur le Rhône. Les merlons ont disparu à la Révolution française, de même que les têtes des gargouilles, parce qu'à cette époque-là, on décapitait pas mal, malheureusement. C'est ça, en fait, ils les ont décapités. Ils ont décapité, oui. On coupait les têtes, même des pierres à cette époque-là. Après les façades, les futurs tailleurs de pierre vont découvrir une pièce exceptionnelle. Donc voilà cette cuisine médiévale avec sa double cheminée en angle.
Donc il y avait un grand foyer, une grande cheminée pour cuire les viandes. Et puis là, la petite cheminée qui servait à préparer les sauces. Parce qu'au XVe siècle, la particularité, donc à cette époque-là, c'était au niveau culinaire, la préparation des sauces. Ils avaient découvert tous les condiments qui venaient d'Asie, etc. Et donc là, ils préparaient les sauces dans cette cheminée. Et les blasons là-haut, ils sont d'époque? Ah ben oui, là vous avez... Bon, c'est un des rares blasons qui ait été conservé jusqu'à présent, puisque vous avez pu remarquer que la plupart des blasons ont été martelés à la Révolution française. Et donc là, vous avez le blason de la famille Poitiers-Valentinois, un des évêques qui est resté ici et qui est à l'origine de ces cuisines au milieu du XVe siècle. Lorsque Jacques visite le palais pour la première fois, rien ne laisse deviner l'existence de ce patrimoine inestimable. Tout était fermé. Là, vous avez cette cheminée était complètement fermée, c'était un placard. Là, tout était cimenté. On voyait le blason. On voyait le blason, mais on devinait que derrière, il y avait quand même quelque chose d'exceptionnel. Et donc, c'est vrai que le coup de cœur, je l'ai eu à ce moment-là, quand j'ai pénétré dans ces cuisines. Voilà, ça a été un moment très très fort, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à attraper le virus du palais. Médecin, Jacques a vécu avec Nicole sur un voilier avant de venir s'installer ici, à Bourg-Saint-Andéol. Jusqu'à l'achat du palais il y a 10 ans, ils habitaient juste en face, dans cet hôtel particulier. Voilà, le 23 rue Poterne, c'était chez nous. Notre ancienne porte d'entrée, donc derrière le cabinet médical, puis nous habitions à l'étage, avec une jolie cour derrière et une terrasse, voilà. Elle commençait vraiment à être agréable et vraiment confortable, parce que j'avais une jolie cuisine, une jolie salle de bain. Et puis mon mari décide d'aller habiter en face, où il n'y avait aucun confort. Ni salle de bain, une petite salle de bain en plein vent et pas de cuisine. Et vraiment tout à refaire. Après 10 ans d'efforts, le couple a réussi à rendre au jardin clos qui servait de cour d'école leur splendeur d'antan. Mais il reste beaucoup à faire pour ce palais qui a subi de nombreux remaniements depuis le Moyen-Âge. Comme en témoigne la façade qui domine le Rhône. Ces grandes fenêtres à petits carreaux datent du XVIIIe siècle. Elles ont remplacé les fenêtres à meneaux typiques du XIVe siècle avec des croix en pierre dans leur partie centrale. Les restaurer, c'est le premier travail des élèves. Il va falloir qu'on mette les bouchées triples. Mais ça ne vous fait pas peur, on va y arriver. Hein. Allez, on va voir ce qu'il y a à faire. Bon. Thiam est tailleur de pierre, spécialiste des monuments historiques. Il va encadrer bénévolement les jeunes pour recréer les meneaux de cette fenêtre au rez-de-chaussée. Donc l'objectif, c'est de retourner à l'original. Donc vous voyez que les départs de meneaux ici ont été massacrés. Donc vous avez un double croisillon. Donc voilà le départ du meneau. Et donc cette corde-là matérialise son emplacement. Donc normalement, le nez du meneau vient juste ici. Ça va nous permettre de le positionner correctement. Ça va? Faut que ça biche. Faut que ça biche. Faut que ça tombe bien, faut que ça fonctionne comme il faut. Les élèves ont 3 semaines pour mener à bien la mission qu'on leur a confiée. Jacques quitte le chantier pour les hauteurs du Vivarais. Il consacre tout son temps libre à la restauration de sa demeure. Et pour l'aider dans cette aventure, il a même créé l'association Le Palais des Évêques. Ce matin, il se rend à Saint-Montant, à 10 km de Bourg-Saint-Andéol, un des plus beaux villages de l'Ardèche. Un village perché qui témoigne lui aussi de la puissance des évêques dans toute la région.
Jacques vient chercher des meubles chez Louis-Frédéric Cave, l'un des premiers bénévoles à l'avoir rejoint. Salut Frédéric. Ça va? Alors, on y va? Louis-Frédéric est historien et guide à Saint-Montan. Surplombant le bourg, une place forte médiévale. Construite comme le palais de Jacques par les évêques de Viviers, véritable souverain ardéchois. Donc là, le château a retrouvé son aspect qu'il avait au XIVe siècle. Forteresse qui appartenait aux évêques de Viviers. Donc les mêmes propriétaires que le palais des évêques. Voilà, ce sont les évêques de Viviers. Propriétaires que le palais des évêques. Et également, ils étaient propriétaires de beaucoup d'endroits comme Donzère, Châteauneuf, etc. Ils ont annexé toute une grande partie de la région. Ils sont devenus des seigneurs dominants de la région. Ils étaient des suzerains, hein, c'était l'équivalent du roi de France ou du comte de Toulouse. Hein. En fait, les évêques, c'était des rois. C'était à cette époque-là, c'était l'équivalent des rois. C'était des comtes, c'était un comté indépendant. Comté indépendant jusqu'au XIVe siècle, cette partie de l'Ardèche est ensuite rattachée au royaume de France. Mais les évêques conservent leur puissance jusqu'au XVIIe siècle. L'évêque n'y habitait pas parce qu'il était à côté de Bourg-Saint-Andéol, mais ici, il ne faisait qu'y passer. Et il avait sa garnison qui était là justement pour garder ce château qui servait à surveiller la vallée du Rhône, qu'on voit très bien quand on est là. Et ça lui permettait d'avoir une place forte qui dominait Saint-Montan pour montrer qu'il était le suzerain. Jacques repart avec des meubles d'époque, comme ce coffre 17e que Louis-Frédéric lui confie pour décorer une des pièces de son palais. C'est du chêne massif. Chêne massif, oui. Ça s'est senti. Retour sur les rives du Rhône. Sur place, les bénévoles de l'association sont venus prêter main forte à Jacques. On va le poser là pour l'instant. Ouais. Il a décidé d'ouvrir sa demeure aux visiteurs. Plusieurs pièces sont déjà accessibles au public. On enlève ça. Il veut en ouvrir une autre, l'ancien bureau des évêques. On va le déplacer. On enlève les indulgences. Cette pièce se trouve juste à côté de la chambre de l'évêque. Et c'était, du temps de l'évêque, son cabinet de travail, son studio lot. Et donc, il avait, il faut imaginer, son bureau, comme on va mettre là maintenant, son bureau devant la fenêtre. Et puis, donc, bibliothèque, très certainement, et tous ses documents. Le tiroir, il faut le mettre du côté où les gens vont voir. Parmi les membres de l'association, des habitants de Bourg-Saint-Andéol qui redécouvrent l'histoire de leur monument. Voilà, c'est bien. C'est un peu le palais de la découverte ici. C'est-à-dire oui, il tape dans un mur, il y a une porte qui s'ouvre, ou une cheminée, on trouve une cheminée. Vous avez l'impression d'avoir marqué votre empreinte chacun? Oui. Plus ou moins, oui, plutôt, oui. C'est pas notre maison, c'est la maison de tout le monde, en fait. Hein, oui. C'est vrai, Oui. de tous les bénévoles qui sont là, c'est la maison de tout le monde. Voilà. Non, c'est bien comme ça. C'est ça? Sur le tapis, carrément. Oui, carrément sur le tapis. Un travail qui se fait dans la bonne humeur et la convivialité. Voilà, comme ça. Non, mais pas tous les deux à la fois. Ah, voilà. Comme ça? Oui. On ne se moque pas, s'il vous plaît. Dernière petite touche, la pose d'un portrait du grand dauphin, fils de Louis XIV. Tu le décroches. Non, mais là... C'est vrai qu'au bout de 10 ans, tout seul, même si j'avais démarré tout seul, je me serais fatigué, ça c'est certain. Alors qu'à plusieurs, il y a une sorte d'emballement, d'émulation, et on se serre les coudes. Et c'est vrai qu'au fil du temps, l'intérêt croît, parce que c'est un bâtiment qui est très très riche, et donc il nous offre ces richesses. C'est vrai que chaque jour que je me lève et que je vois le soleil se lever sur ce bâtiment, je suis émerveillé. Ça, c'est certain. Oui. Attention de...
Pas cogner le mur. Juste à côté, l'ancienne chambre de l'évêque, qui fut transformée en salle de classe lorsque le palais était une école religieuse. Et là aussi, Jacques va de découverte en découverte. Il y a 2 ans, sous cette peinture rose, il devine l'existence d'une fresque murale exceptionnelle. Une peinture qui semble faire le tour de la pièce. Voilà, j'ai mon instrument personnel, la pointe du couteau. Un travail délicat. Voilà, là c'est bon. Là, je gratte 3 couches à la fois. Jacques ne laisse à personne d'autre le soin de faire réapparaître ce chef-d'œuvre du XVIIe siècle. Quand on a de la chance, ça va un petit peu plus vite. Voilà. Regarde. Initié par des experts, il s'est formé à cette technique. Mais c'est quand même minutieux, non hein. Donc là, en voyant ça, on comprend mieux les 80 heures de passé. Petit à petit, toute la finesse du trait ressurgit. Là, puis une fois qu'on a dégagé, et après quand on ravive avec de l'eau distillée, là, l'image sort, c'est formidable. Voilà. Donc là, on voit des chevaux, là, des chevaux qui apparaissent, puis une maison d'habitation un petit peu plus haut, une autre habitation avec un château fort, là, de ce côté. Et si on va sur la gauche, apparaît un petit village fortifié sur le rocher. Donc vous avez un cartouche qui entoure donc cette iconographie. Là, il y a la tête, mi-homme, mi-animal, avec des oreilles de loup ou de chien. C'est-à-dire que là, vous redécouvrez quelque chose qui n'a pas été vu depuis 200 ans. Voilà, bien 2 siècles et demi, on redécouvre ce qui a été caché. Et donc ça, c'est très émouvant, très émouvant et très motivant. On a envie d'aller plus vite, mais on ne peut pas. Donc on se calme, on se détend, on prend sa respiration et on continue. La chambre de l'évêque recèle un autre trésor. Une véritable encyclopédie peinte à même le plafond. Sur ces poutres, une alternance de cartouches et de petits tableaux représentant tout le savoir de l'époque. Un chef-d'œuvre que les artistes ont fini de peindre en 1638. Il y a 80% de ce plafond qui est décrypté et il nous reste encore du travail, du pain sur la planche. 3 semaines plus tard, sur la terrasse du palais, c'est le dernier jour de stage pour les jeunes tailleurs de pierre. Thomas et Gabriel ont terminé un meneau pesant plus de 100 kilos. Ne coince pas le meneau, il faut qu'il soit libre. Posez juste votre pierre et vous me calez aux extrémités. Pour les élèves, sous l'œil de leur professeur, c'est l'heure de vérité. Ça passe pas? Vas-y là. Non. Tu peux pas? C'est le boudin là. Tiens. Vous pouvez pas rentrer une queue comme ça. Les hommes là. Voilà. Soit l'un, soit l'autre. Non. Attention au meneau. Faut que tu lèves plus, Gabi. Alors ça, sachez-le, hein, les gars, dans tout métier de coupe, de tous les matériaux, le fer, le bois, la pierre, vous mesurez juste 1,80 m. Vous coupez votre caillou 1,80 m, vous arrivez en place, c'est pas la bonne dimension. Non, et il n'y a rien à faire.
Je ne sais pas vous expliquer par quelle magie, mais c'est systématiquement on se fait avoir. Non, ça passe pas. Les deux apprentis vont devoir retailler la pièce. Leur première tentative a échoué. Ça va sentir bon à la fin, quoi. Ça va sentir bon la réalisation. Tout va se caler, on va vraiment avoir le sentiment complet de ce que va être cette fenêtre. Après avoir raccourci le meneau, Gabriel et Thomas refont un essai. Bravo. Alors les hommes. Bravo les gars. Jacques est venu assister à l'événement. Félicitations. Ah oui. Très bien. Allez, félicitations. Bravo. Merci Jacques. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu l'aboutissement, c'est un peu le cadeau quoi. Enfin. Ouais. Ça fait plaisir. Ça rend bien. On est assez contents. On a flippé quelques fois, hein. On en a perdu quelques-uns des cailloux en route, rien qu'au débit, tout ça. Et celui-là, en plus, il vient d'une pierre qui nous était un petit peu restée là, entre les mains. Donc, on a essayé de la bichonner jusqu'au bout, mais alors, jusqu'il y a 5 minutes qu'on la pose, là, on ne savait pas encore si elle allait être entière. C'est ça aussi le pari. On est assez fiers. Ouais, très content. Ça fait combien de temps que vous attendez ces meneaux en pierre? Oh, ces meneaux en pierre, ça fait 10 ans. On a rêvé, depuis le début on en parlait. Ouais. C'était notre rêve de pouvoir mettre en place cette fenêtre à meneaux et ça se réalise. L'année prochaine, d'autres jeunes du lycée des métiers d'art d'Uzès reviendront au Palais des Évêques pour continuer à restaurer sa façade. Nous quittons l'Ardèche et les rives du Rhône pour la Bourgogne, au cœur des plateaux du Morvan. Ici, une association a eu une idée particulière pour protéger le patrimoine de sa région. À Semur en Auxois, comme dans beaucoup d'autres villages de la région, les façades retrouvent leur couleur d'antan. Une couleur faite à base d'ocre, un pigment naturel utilisé depuis la préhistoire. C'est Félicien Carly, un jeune architecte, qui, avec son association Terre et Couleurs, propose de repeindre gratuitement les boiseries des maisons. Ça, c'est une maison qu'on a repeinte avec les bénévoles. On a repeint tout, sauf regardez juste la fenêtre du haut, sur laquelle il y avait un vernis, donc on n'a pas pu intervenir. Et tout le reste, c'était des bois qui étaient bruts. Et donc on a repeint, ce chantier, il a duré quelques heures, c'est un petit chantier. Je suis fier parce que l'intervention ne se remarque pas trop, c'est-à-dire on ne sait pas si on est passé ou pas passé, c'est pas agressif, c'est pas tape à l'œil, c'est pas clinquant, c'est pas brillant. Moi, je déteste tout ce qui brille. Et en fait, ça renvoie bien la lumière. Là, vous voyez, quand le soleil tape dessus, ça, un pigment synthétique ne renverrait jamais la lumière de cette façon-là. Sur la place principale, le plus vieil hôtel du village. C'est sur la façade de cet ancien relais de poste que l'association a posé son empreinte la plus visible. Il faut pinailler. Vous avez tellement pinaillé pendant le chantier. J'ai pinaillé voilà, avant le chantier. Ce matin, Félicien retrouve Véronique Jobic. C'est elle qui a souhaité redonner de l'éclat à cet hôtel. Ça, c'est la façade qui était ici. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. Hein. Ça s'est métamorphosé, hein. Là c'est clair. Et ça a permis de retirer aussi toutes On a retiré l'enseigne métallique qui était très vilaine. Et, les jardinières, tous ces trucs-là. Voilà. On a commencé par faire des essais, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il y avait des hésitations et puis sur les pigments. Tous les passants s'arrêtaient et venaient nous donner leur avis. Oh non, non, mettez celui-là, non, non, mettez du rouge, non, mettez du jaune. Alors on avait tout. C'était assez drôle. C'est les habitants qui ont choisi la couleur de l'hôtel. Eh bien presque.
C'est ici, à 20 km de Saumur en Auxois, qu'habite Félicien. En restaurant cette ancienne léproserie, il s'est découvert une passion pour la défense du patrimoine. Tout chez lui est passé à l'ocre. Vous avez des badigeons à la chaux qui sont colorés avec de l'ocre jaune de Bourgogne pour tout ce qui est mur. Et puis entre les poutres, c'est une peinture très simple. Le mélange, c'est uniquement de la bière et puis de l'ocre rouge de Bourgogne. Je peux même vous donner la recette, c'est facile. 1 litre de bière et 200 grammes de pigment. Et vous passez ça à la brosse et ça vous donne l'aspect du pigment brut, comme ça, mat. C'est dans cette grange que le jeune architecte conserve précieusement toutes ces terres colorantes. Des trésors découverts aux 4 coins du monde. Une véritable caverne d'Ali Baba. Je mets bien les noms parce que à force, j'en ai tellement que je finis par me mélanger. Ça, c'est de l'ocre rouge qui vient d'Afrique du Sud, qui est encore exploité. Ça a une grande valeur parce qu'on ne peut plus trop y aller. C'est l'ocre rouge naturel d'Iran, qui vient du détroit d'Ormuz. Vous ouvrez ça comme une bouteille. Ouais. Et c'est un rouge un peu bordeaux, un peu violacé. C'est très colorant. Je vais vous montrer ça. C'est une terre de sienne calcinée de 1972. Des échantillons que j'ai pu prélever en 2003. Je note, hein, sinon je ne retrouverai pas. Mais vous avez là de la vraie et la dernière vraie terre de sienne. La terre de sienne d'Italie. Et on est sur des couleurs très vives, très orangées, plus orangées que la terre de sienne qu'on trouve actuellement en France, qui est produite dans les Ardennes. Et c'est très léger, très fin. Procédé millénaire, la peinture à l'ocre a disparu dans les années 60 pour laisser la place aux peintures industrielles. Malheureusement, on les utilise de moins en moins parce que, d'abord parce qu'il y a pas mal de gisements qui ont fermé. Et puis, avec la disparition des savoir-faire, les gens font plus leur mélange, les gens font plus leur peinture, les gens font plus leurs enduits. Et puis, il y a la concurrence des pigments synthétiques. Il y a la concurrence du tout prêt, en fait. Et puis, il faut aller vite, etc. Et voilà, nous, on se bat un peu pour donner aux gens envie de continuer à utiliser ces matériaux. Aujourd'hui, c'est dans un petit bourg de Côte d'Or que les bénévoles de l'association Terre et Couleurs s'apprêtent à intervenir. Sur la place du village, les habitants attendent l'équipe avec impatience. Félicien en profite pour les sensibiliser aux vertus de l'ocre. Bon, alors, pourquoi on vous propose des peintures ? C'est pour lutter contre tout ce qui est un peu exotique, tout ce qui est un peu à la mode. Et en particulier les vernis et les lasures. Hein. Les vernis et les lasures, vous voyez, c'est ça. C'est des finitions qui sont transparentes, qui laissent apparaître les veines du bois, mais qui ne protègent pas le bois, parce qu'il n'y a pas d'opacité. Moi, je dis que la lasure, c'est une drogue dure, parce que ça crée une vraie dépendance. C'est-à-dire que la première fois que vous en achetez, c'est facile, ça s'applique bien, et ça ne tient pas. Et il n'y a pas d'autre alternative, malheureusement, au bout de 2 ou 3 ans, que de racheter du produit et d'en remettre, et d'en racheter, et d'en remettre, et voilà. Et ça coûte cher. Hein. Donc nous, on va vous proposer des peintures naturelles, non toxiques, qui vont protéger durablement les bois de la pluie et du soleil. Évidemment, sur du plastique, notre peinture ne prendra pas. Donc ceux qui ont mis du PVC, d'ailleurs, je pense que votre village, il mérite mieux que du PVC. Hein. Je vous le dis en passant, hein, parce que une fenêtre en PVC, ça va, mais après, si votre village se retrouve couvert de PVC dans tous les sens, ça va perdre un peu de son intérêt. Hein. C'est vrai, vous avez la chance d'avoir un village pas très abîmé, donc il faut vraiment en prendre soin. C'est le moment, hein, avant qu'il y ait trop de dérapage. Il est 8 h du matin, le bus des bénévoles arrive. 2 fois par an, ils se retrouvent pour une opération exceptionnelle, repeindre tout un village. On a vu le soleil au loin. Ah oui, mais ça va venir. Normalement, ils ont dit que ça se levait. Félicien accueille les 60 volontaires venus des 4 coins de France. Ils ont entre 18 et 80 ans. En une journée, ils doivent redonner à Châtellerault ses couleurs d'origine. Il n'y a pas de temps à perdre, il va falloir qu'on prépare davantage de peinture. On va lancer les chantiers en fait là parce qu'il y a tous les peintres qui attendent. Et puis en même temps on va fabriquer de la peinture, on va faire ça toute la journée en continu. Voilà, et je ne sais pas combien on fera de peinture à la fin de la journée, probablement 1 tonne, mais je vous le dirai tout à l'heure.
Vous allez en face. Les peintres amateurs ont plus de 40 maisons à passer à l'ocre. S'il vous plaît, on va lancer les chantiers, hein, monsieur le maire. Félicien répartit les équipes. On a 2 grosses zones de chantier. On est ici. Et là où il y a le plus de chantier, c'est toute cette place. Hein. Donc je pense qu'on va se mettre à 30 sur la place. Est-ce que tu veux peindre là, Sophie? Moi, sur ce bien. chantier? Oui, Toi aussi? oui. Bon. Voilà, Vous êtes donc chantier peinture numéro 4. Allez-y, à tout à l'heure. Bah, tu te sers, c'est celle-là. Ouais. Y a-t-il un petit... Tu veux la bonne soupe? C'est celle-là, la 2. Vous voulez de laquelle? La 2. La 2. C'est un gros chantier ou pas? C'est une porte de grange. Ah bah, je vais vous en mettre un peu alors. Tu veux un pinceau ou tu veux une brosse? Tenez. J'en ai acheté un pinceau. Voilà, j'en prends un pour moi. Chacun son poste, chacun sa couleur, la rénovation peut commencer. Aucune préparation, la peinture à l'ocre s'applique directement sur les bois bruts. Regardez. Et ils ont oula, que nous, hein. Tu sais qu'elles sont en avance. Il faut y aller. On n'a pas le même âge. Sophie et Paul-Marie ont hérité d'une porte de grange. C'est la technique. Oui. Ouais. Non, il faut. Les trous, comme on dit. Ouais. Nous, on participe depuis longtemps. Oui. Qu'est-ce qui vous a convaincu alors? La chose naturelle. C'est naturel. Moi, j'adore ce qui est naturel. Hein? Ouais, on aime ce qui est naturel, toutes les deux. On n'aime pas le sophistiqué. Non, puis on a l'impression d'être utile. L'impression d'être utile. Oui, absolument. Tout à fait. Et les gens des villages dans lesquels on est allé, ils sont drôlement contents. Hein. Sur la porte de la maison d'à côté, Jean-Philippe, un fidèle de l'association. Ah, ça pique tout seul, ça. Ah, c'est du bonheur, on le sent. Vous entendez le bois qui... Moi, je l'entends, le bois qui... Il est heureux, le bois. Qu'est-ce qu'il dit? Il est heureux, moi, je l'entends. Il est heureux. Il est heureux, on le caresse avec de la peinture, là. Ah, une belle peinture comme ça. C'est tous des passionnés. Hein. Ah oui, ils sont tous accros. Hein. Le profil des bénévoles de Terre et Couleur, c'est... Tout profil. Des jeunes, des moins jeunes, des professionnels, des moins professionnels. Quelques vrais peintres. Il y en a très peu, ils sont minoritaires, mais il y a des vrais peintres. Quelques maires, quelques architectes, des artisans, des pilotes de ligne, des médecins, des chercheurs, des historiens, des architectes. Il y a de tout. On peut vivre pratiquement en autarcie à Terre et Couleurs. Jean-Philippe est artisan maçon. Aujourd'hui, il est venu avec sa femme Eliane. C'est une passion, donc ça coûte pas. Il y a encore des gens qui font des choses bénévolement, quoi, pour le plaisir. Ben là, en venant, on s'est dit « Ah tiens, il y a une porte de grange à faire, tiens, il y a... Ouais. Oh, ben là, ça devrait être fait. » Il y en a plein de chantiers. Oh, il y en a plein, là, en passant, on serait arrêté partout. C'est ce qu'on va faire. Oui. Mais ils vont vite, hein. Alors, au stand, il faut fabriquer. Il est presque midi. Tout le monde travaille depuis 4 heures. Au stand peinture, les stocks s'épuisent. Une de rouge et une des super. matites. Donc on fait quoi, 25 kilos de chaque ou... 25 kilos de chaque, ouais. Parfait. Félicien et Clément doivent préparer de nouvelles teintes en temps réel. Donc il faut 1,3 kg. On va délayer dans un peu d'eau. C'est la partie la plus délicate de la recette. Mais enfin, si on la rate, ça fait des grumeaux et on recommence. Il faut faire comme une pâte à crêpes, quoi, en fait. Doucement, voilà. La farine et l'eau vont cuire pendant 20 minutes. Donc maintenant 5 kg de terre. Il faut ensuite ajouter le pigment. C'est beau là. Ouais, super. Et enfin, pour lier le tout, de l'huile de lin. C'est de la cuisine, hein, et c'est ça ce qui nous plaît, nous. Hein. C'est jamais la même recette. C'est la première fois qu'on fait celle-ci. Il y a ceux qui font leur cuisine, comme nous, et puis ceux qui font du tout prêt, du surgelé, qui va être toujours bon dans tous les cas de figure. Mais il n'y aura pas de surprise. On ne tiendra pas compte des saisons, du contexte, des gens qu'on reçoit. Vous, oui. Il y a 2 écoles, ouais. Bah, on ne fait pas partie de l'autre. Chacun son truc. Hein. Je peux bien mélanger. Hein. Moi, j'y vais.
Et c'est reparti. L'après-midi, volontaires et habitants sont côte à côte. Partout dans le village, ça peint. Ah, moi j'adore ça. Ça badigeonne. Pas des portes comme ça va. Vieille et tout, restauré, j'aime bien. On peint les ferrures, voilà. Ouais, les ferrures, c'est ça. On peint les ferrures. Sur la place, une habitante de Châtellerault travaille sur la maison de sa cousine. Eh, t'as déjà fini de peindre, toi? En fait, oui. Ben, quand je vais rentrer chez moi, ça va être quand même plus joli, puisque je monte cette rue-là. Donc ça sera beaucoup plus joli en face de moi que d'habitude. J'ai hâte d'ailleurs de voir le village fini. La peinture à l'ocre est très économique. À peine 5 € pour repeindre la porte d'une grange. Et elle protège les bois des intempéries pendant près de 30 ans. « 18h, fin de l'opération. Pour l'association Terre et Couleurs, le pari est gagné. Le petit village de Châtellerault est métamorphosé. Et comme dans chaque village repeint, les habitants ne laissent jamais repartir les bénévoles sans leur offrir un verre. Ce qui plaît aux gens, c'est qu'ils se mélangent, de pouvoir déjeuner ensemble, passer du temps, échanger. C'est pas seulement de peindre, mais se raconter qui on est. Voilà, c'est assez génial. Santé, santé à la bonne journée. Et vous en prenez... Pour Monsieur le maire, l'opération Couleur locale est un succès. Bon, on en parlait depuis un petit moment, mais c'est vrai que vraiment c'est super. J'espère que ça va plaire à toute la commune. Ouais. Il y a toujours quelques réticents, mais ça fait rien. Le principal, c'est que tout le monde est là, tout le monde est content. Voilà. Félicien Carly nous emmène à 150 km de Châtellerault, à Saint-Amand-en-Puisaye. Un endroit unique, le dernier filon d'ocre exploité en Bourgogne. En France, il ne reste plus que 3 carrières. C'est ici que Félicien vient chercher une partie des pigments qu'il utilise pour ses peintures. De l'ocre jaune, tout juste sorti du sol. Voilà. Voilà, et bien là on voit bien le filon d'hématite qui fait 15-20 cm. C'est ce qui est plus dur, c'est ce qui ne s'éboule pas. C'est assez riche en oxyde de fer, ça va être plus couvrant, ça va bien protéger les bois. Et on trouve beaucoup de traces de ces pigments sur les bois dans les villages, énormément. Et juste en dessous, le filon d'ocre jaune qui fait 40-50 cm, avec les lits un peu comme l'argile, comme ça, de la carrière, bien homogène. En général, vous utilisez plus l'hématite ou l'ocre jaune? Ça dépend des villages, mais le plus souvent, c'est l'hématite qui est choisi par les habitants. Peut-être parce que c'est un pigment qui est plus opaque. C'est très rouge bourguignon, c'est ce brun rouge qui est souvent recherché par les habitants. La carrière appartient à la famille Solano depuis plusieurs générations. Là, c'est magnifique. Hein. Voilà. Ça joue énormément avec la lumière. Hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est le fils, Louis-Éric, qui exploite le filon. Puis, là où il y a moins de... C'est l'architecte. Superbe. Et ça, ça c'est extraordinaire. Vous voyez ça? Ça, c'est l'hématite. Vous frottez. Pour le maquillage de ces dames. Eh bien, ça s'en va pas tout de suite. Hein. Pour nous, c'est vraiment de l'or. Et on ramassait ça avec un petit balai dans le temps. Maintenant, quand je vois ce qu'on jette... Une carrière qui ferme, ça signifie quoi? Une carrière qui ferme, c'est une couleur ou des couleurs perdues. Et ça, c'est vraiment l'objet de notre association, c'est de lutter pour éviter la fermeture des carrières. C'est essentiel. Mais c'est pas suffisant, mais c'est essentiel.
Pourquoi c'est pas suffisant? C'est essentiel d'avoir les matériaux, mais il faut encore savoir les mettre en œuvre. Donc il faut aussi se battre pour que les savoir-faire ne disparaissent pas. Si la Bourgogne est riche en ocre jaune, Félicien doit se rendre jusque dans les Ardennes pour trouver de l'ocre rouge, plus rare. Une teinte dont il a besoin pour son prochain chantier, un monument classé. C'est ici que se trouve le dernier moulin à couleur de France. On y travaille encore comme au début du 19e siècle. Il y a du gros bloc et du petit bloc. Tu l'as concassé ou... Non, là elle est brute pour l'instant. Emmanuel, le patron du moulin, est aussi membre de l'association de Félicien. Ça, il en faudra 2 sacs d'ocre jaune, 3 sacs d'ocre rouge, 3 sacs d'hématite, ça pour les ocres de Bourgogne, et puis un sac de sienne naturelle, ou peut-être 2 parce qu'on manque pas. Ouais. Donc là, l'ocre, on va la rentrer dans le four. Et comme ça, en la chauffant pendant 10 heures à 700 degrés, on va la cuire pour qu'elle devienne rouge. Donc là, le but de l'opération, c'est d'en mettre un maximum dans le four pour qu'il y ait le moins possible de déperdition d'énergie. C'est pour ça qu'on va charger jusqu'en haut, jusque la voûte, quoi. Ça représente à peu près 5 tonnes de marchandises à l'intérieur du four. Pour en ressortir 3,5 tonnes de pigments bruts. C'est dans ce four que la magie s'opère. En chauffant l'ocre à haute température, l'oxyde de fer se déshydrate et l'ocre jaune se transforme naturellement en ocre rouge. C'est une étape essentielle d'ailleurs dans la fabrication des ocres. Si on rate sa cuisson, on rate la moitié des couleurs puisque toutes les terres sont brûlées pour avoir une palette beaucoup plus large. Et les fours sont tous assez différents. Là, vous avez un four qui est très moderne et il y a des fours beaucoup plus archaïques entre guillemets qui fonctionnent au charbon ou au bois. Là, c'est une Rolls que tu as en fait. Ça ressemble, si on veut, à un four à céramique, quoi, en fin de compte, à un four à poterie. À chaque fois, je découvre une étape différente parce que c'est difficile d'assister au broyage ou à la calcination ou à l'extraction. Et donc, à chaque fois, c'est un moment différent et merveilleux. Après 10 heures à 700 degrés, fin de la cuisson. Une fois refroidie, la précieuse terre est déposée dans une broyeuse avant d'être mise en sac. Donc voilà. Voilà le produit fini, l'ocre rouge. Et t'as vu Félicien, la finesse? Ouais, hyper fine. Il n'y a pas du tout de grain. Pour nous, le pigment, c'est important. C'est plus c'est fin, plus ça colore et mieux ça se mélange. C'est ça qui est important. Donc, parce que si on avait des gros grains, ça colorerait pas bien, ça ferait des impacts par endroits, alors que là, on est vraiment très fin. Pour vous donner un ordre d'idée, on est de l'ordre de 30-40 microns. On est plus fin que de la farine. Depuis des siècles, ces pigments servent à colorer les plus grands monuments historiques. Ça va aussi bien de l'abbaye du Mont-Saint-Michel que le château de Versailles, que la place du Cal, la place des Vosges, ou en ce moment le château de Lunéville qui est restauré. C'est impalpable. Cet ocre rouge des Ardennes va maintenant orner les portes de l'église Saint-Andoche à Saulieu. C'est la première fois que l'association Terre et Couleurs s'attaque à une basilique. Alors, les t-shirts. Félicien a convoqué les bénévoles pour ce chantier très particulier. Petit et des grands. Hein. Toi, t'as un XL? Non, c'est plus ça. Sur place, la tension est palpable. Là, c'est un chantier assez technique. Hein. C'est rarement aussi compliqué, franchement. Vous êtes un peu tendu? Un peu, ouais. Ça devrait aller, hein. On n'est pas... Mais enfin, tant que c'est pas mis en œuvre, toujours un peu inquiet.
Bon, et puis surtout, il faut se dépêcher. Le père Thorey est le prêtre de la basilique. Il s'est mis d'accord avec Félicien sur la future couleur des portes. On avait dit avec les gens avec qui on avait réfléchi, ça c'est un peu trop foncé. On avait dit, ça c'est peut-être un peu trop voyant. Voilà. Alors si vous pouviez avoir une couleur... J'ai donc mélangé oui, l'ocre rouge et l'hématite. Oui, c'est bon. On va se partager ceux qui font le rouge, le bois et ceux qui font les ferrures. Peut-être les plus méticuleux, franchement, pour avec des petites brosses pour ça. Ceux qui se sentent bien, peut-être peut-être toi, Jean-Claude. Moi, j'avais pensé un peu à Jean-Claude, à toi, Agnès, et puis et à Olivier. Pour Olivier, comme pour les autres membres de l'association, c'est une opération sans précédent. Première fois qu'on s'attaque à un beau morceau d'architecture comme celui-ci. C'est parti. Tout doit être peint en moins de 3 heures. D'un côté, les femmes. Vous êtes les minutieuses, vous êtes sur le chantier. On est les petites mains. C'est un travail de femme. En fait, il ne faut pas inclure de la poussière dans la peinture. Il faut essayer de l'enlever avant. Mais on a quand même bien nettoyé avant, là. De l'autre, les hommes. Écoutez, c'est plus facile, sinon ça va faire pendre. Silence d'église. Tiens, on vient de découvrir ici, regarde, c'est extraordinaire. On a l'inscription du ferronnier, Néault Eugène, 1877, voilà. Ça, c'est un petit moment d'émotion quand même. Ces ferrures, on savait qu'elles étaient du 19e. On a la trace ici qui a émergé suite au décapage des ferronneries. Et ça, c'est extraordinaire. Pour Olivier, repeindre une porte classée, c'est plus que redonner vie au bois. C'est une petite touche, mais qui est rajoutée à d'autres opérations petit à petit pour redonner une identité à la région et retrouver ses caractéristiques architecturales, patrimoniales très fortes. Donc tout ça est très, très valorisant. Ça, Agnès, faudra que tu peignes là. Tu vois, tout ça, que tu fasses disparaître ces deux morceaux. D'accord. Félicien, lui, est sur tous les fronts. Tu sais, une couche, peut-être sur les ferrages, ce sera suffisant. Ce qui serait bien parce que on gagnerait du temps. Attention, ça coule. 2h30 plus tard, tout s'est bien passé. Reste à connaître l'avis du père Thorey. Alors, on va regarder l'ouvrage fini. Ouais. Bien, hein. Ouais, c'est beau, hein. Ce qu'il y a, c'est que ça fait sortir les pierres. Complètement. Ça met en valeur toute la pierre et tout le portail. Alors que c'était fade, c'était... Hein, l'harmonie est heureuse quand même. Oui, oui. Avant, c'était monochrome. D'ailleurs, enfin, je sais pas... Il y a beaucoup de travail dans l'architecture. C'est magnifique. Non, c'est vraiment... Et c'est pas agressif, hein, en même temps. On l'a fait en 2h30, hein. Moi qui craignais au début, en me disant non, c'est très très bien le bois comme couleur bois, ben, c'est vrai que la couleur apporte de l'intérêt à la façade. Bah, c'est super. Il n'y a pas eu de couac. Moi, j'étais un peu tendu quand même parce que cette peinture noire, on l'avait grise, on l'avait jamais utilisée. Et je trouve que le résultat est super. Votre travail, c'est un peu fait. Et vous avez bien travaillé parce qu'il n'y a pas de bavure. Hein, parce que, en fait, tout est dans le détail. Là, sur un chantier technique comme ça, voilà, on voit que les défauts quand c'est raté. Et bravo. Hein. Pour la première fois depuis le 19e siècle, les portes de la basilique retrouvent leur teinte d'origine. Nous laissons les bénévoles de Terre et Couleurs pour découvrir un autre trésor du patrimoine bourguignon, le canal du Nivernais. Souvent noyé dans la nature, il serpente sur 180 km en reliant la Loire à la Seine. Considéré comme l'un des plus beaux canaux d'Europe, le Nivernais est le paradis des plaisanciers. Parmi eux, Jacques Rigotier, un défenseur du canal. Architecte à la retraite,
Avec sa femme Catherine et son ami Philippe, un ancien éclusier, ils naviguent ensemble dès les premiers beaux jours. Avec toujours la même passion, faire connaître ce coin méconnu de leur Bourgogne. Bonjour. Bonjour. Non. C'est un endroit de vacances. C'est le calme, c'est le plaisir. Sur l'eau, il y a un petit, je sais pas, bon, c'est pas la mer, hein, on n'est pas des navigateurs, c'est pas ça, mais on se fait plaisir. C'est un sport de glisse. Sur cette étendue d'eau, on a évacué tout le stress de la ville, puisque là, il n'y a plus de voitures, il y a pratiquement plus de voitures. Il y a des vélos, des ados ou des jeunes qui se baignent, des marcheurs, des chevaux. Et quand il y a un peu de tension sur le bateau, hop, on prend un des vélos, on file à la terre. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on se supporte tout le temps non plus. Hein. Et pour que le canal reste un lieu de convivialité et de partage, il y a 20 ans, ils ont même créé une association, les Amis du Canal du Nivernais. Jacques, attention, il y a un pêcheur. Voilà. Donc là, c'est les règles de bonne conduite. Le pêcheur lève sa ligne, nous on ralentit, on se serre et tout se passe bien. Bonjour. Et c'est comme ça que voilà, il y a la cohabitation sur le canal. C'est pour tout le monde, hein? Au revoir. Les Amis du Canal, on représente des amoureux du canal. Donc, on a des utilisateurs très variés, très différents. Quelqu'un qui travaille au canal ou quelqu'un qui habite le long du canal est le bienvenu dans l'association. Il a son mot à dire puisque c'est aussi son canal, entre guillemets. Celui qui pêche un jour peut naviguer le lendemain et celui qui navigue a pu pêcher ou pêche encore. Donc, on doit tous trouver la place, quoi. Faire vivre le canal, mais aussi le préserver. Aujourd'hui, Jacques et Philippe comptent parmi les gardiens de cette voie d'eau. Dans notre charte, si l'on peut dire, c'est préserver le canal. Donc si on se rend compte que le canal est mal entretenu, c'est à nous d'en informer Voies navigables de France ou bien la région, de façon à ce qu'ils puissent intervenir pour reprendre soit les rives, soit un ouvrage qui est déficient. Oui, on estime que c'est notre rôle. Pour parcourir le Nivernais de bout en bout, il faut emprunter 116 écluses. Et parfois, à l'entrée, c'est l'embouteillage. Ça tient? C'est combien votre bateau? 12 mètres. 12 mètres? Il n'y a rien derrière. Non. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ben, c'est bien ma chance. Ça tient ou pas? Moi, ça devrait y aller, ouais. C'est juste, hein. Non, mais on voulait savoir, c'est vous qui pouvez savoir. Ils sont à mort devant, ils sont bloqués, ils sont... Il faut qu'ils avancent. Si je n'avance pas, je ne peux pas. Hein. À chaque écluse, les manœuvres sont compliquées. Stop. Stop, arrête. C'est un sas, une écluse. C'est l'endroit entre deux portes. Donc c'est un sas. Donc on dit, on sasse le bateau, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'écluse, les portes se ferment, et là, en l'occurrence, on remplit l'écluse de façon à monter, puisqu'on va monter d'environ 1,80 m là. Allez, au revoir. Au revoir, à bientôt. Il faut presque 15 jours pour parcourir le canal. Un voyage à vitesse réduite. Car pour protéger les berges, il est interdit de dépasser 8 km à l'heure. Passionnés de bateaux, Jacques et Philippe sillonnent cette voie d'eau, toujours avec le même plaisir. Ça bouge tout le temps, l'eau. Il n'y a pas d'ennui. C'est tout le temps un paysage mouvant. C'est un endroit privilégié, comment dire, c'est un lieu de promenade. J'imagine un peu les gens qui sont au bord de la Loire, qui ont des châteaux avec des grands jardins, des grands parcs. Ben ici, c'est un parc qui fait 180 km et chaque virage ou presque apporte son nouveau spectacle. Donc oui, c'est un endroit vraiment particulier. On aime ça ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien.
Curieusement, l'histoire de cet étonnant chemin d'eau commence à Paris. En 1782, un grand coup de froid s'abat sur la capitale. Les autorités décident alors de faire construire le canal pour amener aux Parisiens du bois de chauffage coupé dans les forêts du Morvan. Les travaux démarrent en 1784 et s'achèvent 60 ans plus tard. Le Nivernais devient vite une artère économique incontournable. Mais avec le développement du chemin de fer, il est peu à peu délaissé. Ce n'est que dans les années 70 qu'il est sauvé grâce au développement du tourisme fluvial. Sur le Nivernais, il reste encore des ouvrages d'art qui datent de l'époque de la création du canal, comme ici, au rocher du Saussois, cet exceptionnel barrage à aiguilles. Une succession de poutres qui servent à réguler le niveau de l'eau. Gérard Godard est éclusier, c'est lui qui surveille quotidiennement ce barrage. Ce matin, avec son équipier, il doit relever une dizaine d'aiguilles. Ouais, c'est bon, vas-y. Voilà. Cet ancien du canal est l'un des derniers à pratiquer encore ce savoir-faire unique. Pour les arracher, c'est le coup de rein et voilà. C'est lourd? C'est pas lourd. Les aiguilles sont pas lourdes, mais c'est le coup de rein, quoi. Il faut quand même être assez fort pour tirer. Parce que vous avez quand même 2 mètres. C'est des aiguilles de 2,60 m, vous avez quand même 2,60 m à tirer hors d'eau. Plus vous en tirez haut, moins il y a de pression sur le bout de l'aiguille. Cette technique nécessite une manipulation précise. C'est la pression de l'eau exercée sur les aiguilles qui assure leur maintien. Là, on a enlevé à peu près une quinzaine d'aiguilles. Donc là, ça va baisser au moins de 10 cm à peu près. Le barrage permet de réguler le cours de l'eau pour rendre la navigation plus facile en cas de crue. Une fois le bon niveau atteint, Gérard replace les aiguilles une par une. Parfois, non sans mal. Hop là. Cassé. Normalement, il ne faut pas la mettre devant comme ça. Il faut toujours la mettre sur le côté des aiguilles. D'abord, il y a moins de force de courant. Et l'aiguille, c'est le courant qui emmène l'aiguille directement. Vous touchez le fond, voilà. Alors ça sert à serrer les aiguilles les unes contre les autres pour qu'on ait le plus d'étanchéité possible. Alors on le plonge jusqu'en bas. Voilà. Et on serre. Vérifier tout le temps la moindre. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps, il y a tout le temps une surveillance. Hein. Tout le temps, il faut faire passer 1 ou 2 fois par semaine, voir les barrages, voir dans l'état ils sont, et puis voilà. S'il y a des morceaux de bois à évacuer, il faut les évacuer, et puis voilà. Et à terme, on peut imaginer que des barrages à aiguilles comme ça disparaissent? Ah oui, oui. Oui. Ah oui, c'est programmé. Oui. C'est programmé, quoi. Jacques Rigotier a fait escale un peu plus loin, à 20 km du barrage à aiguilles. Rangez ça. Ce matin, il a rendez-vous avec d'autres membres de l'association. Ah, vous voilà. Avec Philippe, ils aiment faire partager leur passion aux étrangers de passage. L'équipe est sauvage. Voilà. Salut Philippe. Ce matin, ils font découvrir le canal à Mieke et Siger, un couple de Hollandais. Dans quel sens partons-nous, Jacques? Eh bien, on va partir dans ce sens-là. On va aller vers Vers Vincelles? Vers Vincelles. On passe par le camping. On va aller voir ces parties-là pour commencer. Ouais. Les Hollandais ont ça dans le sang, quoi. Ils ont envie de se promener sur l'eau, de jouer avec l'eau. Donc chez eux, il n'y a plus beaucoup de place. Il faut attendre aux écluses quand il y en a. Et nous, on a un immense potentiel en France, presque vide. Donc l'association veut développer tout ça, quoi. Let's go, on y va? On est parti là? Direction Irancy, l'un des vignobles les plus réputés de Bourgogne.
C'est parti pour 3 heures de balade sur l'ancien chemin de halage, transformé aujourd'hui en piste verte. L'occasion pour chacun d'en apprendre un peu plus sur l'histoire des voies navigables. Dans les choses qui sont comparables dans nos canaux, c'est qu'ici on a transporté du vin et de la pierre, et sur votre canal en Hollande, on transportait de la tourbe pour aller chauffer aussi les grandes villes. Nous c'était du bois, mais vous c'est de la tourbe, c'était pareil. Hein. Oui, c'était pas du bois pour construire, pour construction, c'était surtout du bois pour le chauffage. Auxerre là-bas. Là-bas en face, c'est Colive. Là, c'est tous les beaux vignobles ici. Donc, et ça où là? On va s'arrêter là. On va s'arrêter quand même. Après 4 kilomètres, les premiers vignobles. Pour quelqu'un qui aime les panoramas et la nature, ici, c'est magnifique. C'est beau là, hein? Alors, Irancy, ce qu'il faut dire, c'est qu'Irancy est plutôt orienté sur le rouge, le vin rouge, alors que Saint-Brieuc, de l'autre côté, est plus orienté sur le vin blanc. Pourquoi dans certaines régions vin blanc et d'autres régions vin rouge? Qu'est-ce que la raison pour ça? C'est la terre. C'est la terre et ce qu'ils ont planté comme cépage. Le cépage qui va bien avec la terre, le terroir. C'est incroyable. C'est si belle ou beau, je ne sais pas, mais c'est absolument beau. Comme un rêve. Oui, tu peux voir le petit village au milieu des vignes. Et le vignes, c'est le rêve. Le lendemain, Jacques reprend son périple avec Serge, son nouvel équipier, un ami d'enfance. Quand on va passer l'écluse suivante, il faut qu'on baisse tout parce qu'en hauteur, de mémoire, je ne passe pas. Aïe, aïe, aïe. Serge n'a jamais navigué sur le canal du Nivernais. Pour son premier jour à bord, Jacques lui a réservé une surprise. Ah, il est vachement étroit là. Hein. Là, on arrive en bas de ce qu'on appelle l'échelle de Sardy. C'est en fait une succession de 16 écluses dans un site très boisé, très végétal. L'échelle de Sardy, l'incontournable du Nivernais. 16 écluses qui s'enchaînent sur 3 km. Un véritable escalier d'eau qui permet de franchir un dénivelé de 40 mètres. Pour passer l'échelle de Sardy, ils vont devoir manœuvrer sans cesse, tourner des manivelles pour ouvrir et fermer plus de 32 portes d'écluses. Après 3 heures d'efforts intenses, les deux amis arrivent enfin à destination. On arrive au bout, on arrive. J'ai fait mon Everest des canaux, donc je suis ravi et j'espère avoir une médaille là. Oh mais ça adore, bien sûr. Ou un coup à boire. Philippe et Serge passeront la nuit ici. Demain, ils terminent leur croisière par le site le plus impressionnant du canal. Un petit jambon du Morvan ou de Bourgogne. On m'a dit que c'était moins salé que le jambon du Morvan. À ta santé. À ta santé. Cette belle journée. Dernière étape du voyage, On est parti, là. départ pour les voûtes de la Collencelle. On est parti. Tu peux nous mettre le feu vert? Merci. Avec un nouvel invité. Pas de problème. Guy Chartier travaille pour les voies navigables de France. Il veille tout spécialement à l'entretien du canal.
À cet endroit, le canal disparaît au cœur de la forêt. Un spectacle majestueux qui ravit tous les plaisanciers. C'est vraiment... c'est la rivière enchantée. C'est très beau. C'est très beau. C'est vraiment paradisiaque. Un passage étroit, très délicat pour la navigation. Attention au rocher à gauche. Guy Chartier en connaît chaque parcelle. On vient de passer au point kilométrique 70. Ah. Voilà. Tu connais par cœur ton canal, hein? Non, mais on essaye de se repérer pour bien dire effectivement où on peut trouver des problèmes, ou par exemple quand on cherche les endroits pour les travaux. C'est important de le préciser soit pour la préparation ou soit pour nous déjà. Au sortir de la forêt, le canal disparaît sous la montagne de la Collencelle, faisant place à un tunnel de 760 mètres de long, percé au XVIIIe siècle. Toutes les entrées de tunnel étaient matérialisées par un sapin. C'est le seul et unique qui nous reste. Guy inspecte régulièrement l'ouvrage. Alors c'est la voûte la plus humide par rapport aux autres et c'est aussi celle qui demande le plus d'entretien pour bien vérifier que les pierres n'aient pas bougé pendant l'hiver. Ça, c'est une chauve-souris. Non, c'est un crochet, regarde. Là, tu vois un crochet. Là. C'était pour permettre d'accrocher les lampes à pétrole, pour éclairer la voûte. Voilà, c'est le premier puits, ça. Tout au long de la voûte, des puits s'élèvent vers la surface. Ils ont servi lors de la construction pour évacuer les gravats. Un travail de titan effectué par des bagnards. Ah, vous voyez, là, on aperçoit donc ce passage d'homme qui est fait dans le troisième puits. Et on ne disait pas, Guy, que c'était l'endroit où les forçats... Alors, ça a été dit, effectivement, que c'était pour éviter les problèmes avec les forçats la nuit. Ils étaient tout simplement mis à cet endroit. Et au bout du tunnel, une forme familière. Alors, le fameux bouchon de champagne. Et nous voilà, revenus. Et voilà, revenus à la lumière. Je suis très impressionné. Le site est extraordinaire. Mais j'ai l'impression que c'est un gros travail pour vous d'entretien aussi. C'est presque inimaginable que des hommes arrivent non seulement de le construire, mais de l'imaginer en fait. Puis après, il faut essayer de faire en sorte que les gens viennent voir. À pied, à cheval ou en voiture, je dis tout le temps moi. Mais surtout en bateau. Fin du voyage pour Jacques et ses amis de l'association. Là où le canal rejoint un autre site exceptionnel, l'étang de Beille.